Bienvenue à La Plume et l'Épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle Thibault-Bédard, directrice artistique des Médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on découvre La Reine déchue, partie 1 de Le bouclier et l'olivier par Ariane Télessard. Félicie regarda l'entrée de la grotte où l'on pouvait encore apercevoir la neige qui tombait. Elle savait que leur assaillant continuerait probablement de les pourchasser. Elle tenta donc de se changer les idées en essayant d'en apprendre davantage sur l'homme de Galurie devant elle. Après avoir mangé à son tour, il avait entrepris d'affiler la lame de son épée. Félicie ne put s'empêcher de l'épier et remarqua alors que l'arme était magnifique. Des filons d'or semblaient avoir été insérés dans le manche et créaient de délicates arabesques en forme de feuilles sur l'acier. La jeune femme ne se souvenait pas d'avoir déjà vu quelque chose de ce genre, bien qu'elle ne soit pas très intéressée par les arts de la guerre. « C'est une jolie épée. Vous l'avez eue en cadeau ?» s'informa-t-elle. Le soldat releva son regard, arrêta son geste, puis contempla son arme avec une certaine mélancolie. « Oui, elle me vient de mon père. Je ne crois pas la mériter, malheureusement. » Sans ajouter plus de détails, il reprit ses mouvements et Félicie continua à caresser les cheveux de Ferdine délicatement. Elle vérifiait chacune de ses respirations pour s'assurer qu'il se portait bien. Ce fut alors au tour d'Adrien de faire une remarque indiscrète. « Il est plutôt inusité de voir une reine douairière s'inquiéter autant du sort de nouveau roi. La plupart du temps, elle retourne chez elle ou se remarie assez rapidement. » Félicie devinait qu'il n'avait pas dit cela pour la blesser, mais simplement par curiosité. Si elle n'avait pas été si jeune, on aurait presque pu croire que le garçon était son enfant. Ferdinand était un peu comme le petit frère qu'elle n'avait jamais eu. En même temps, il lui rappelait son propre frère, dont elle avait été très proche pendant son enfance. Le jeune roi était aussi l'une des dernières attaches qui la reliaient à Isidore. « J'ai promis à mon feu époux de veiller sur lui. Il n'a ni parents, ni frères encore en vie. Je suis la seule famille qui lui reste en ce moment. C'est pour cela que je tiens tant à ce qu'il rencontre sa fiancée à Azuris. Il pourra ainsi avoir une nouvelle famille, d'une certaine façon. » « Et qui est l'heureux élu ?» demanda Adrien en se replaçant près du feu, s'approchant légèrement de la jeune femme. Ce dernier point semblait l'intéresser particulièrement. Félicie pouvait le lire dans ses yeux verts qui brillaient devant les flammes. Elle regarda un moment son visage en se disant que c'était bien la première fois qu'elle voyait quelqu'un avec cette teinte d'iris. Puis, elle se concentra sur son histoire. « Une petite fille du roi d'Azuris nommée Aurélia, » révéla-t-elle. « J'espère qu'elle saura bien s'entendre avec Ferdine. C'est un garçon gentil. J'espère aussi qu'elle sera à la hauteur pour prendre ma place. Ce n'est pas une position facile. » Bonjour Ariane, tu es née en 1991 à Gatineau de deux parents infirmiers. De ton côté, tu as un baccalauréat en études internationales et tu t'es dirigée vers les communications pour ton travail. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le domaine des communications? Je dirais que tout d'abord, merci de me recevoir, salut. Sinon, au côté des communications, en fait, j'ai toujours été une personne qui ne savait pas trop quoi faire de sa vie, dans le sens où j'avais plusieurs intérêts différents. Donc, au primaire, au secondaire, j'ai étudié les langues. Au cégep, même chose, j'avais quand même une facilité dans les langues. Justement, je suis née à Gatineau, donc l'anglais était quand même prédominant dans mon quartier. Et si je voulais jouer avec des amis de mon quartier, il fallait que je parle anglais quand même à un jeune âge. Par la suite, quand il est arrivé le temps d'aller à l'université, je me rappelle avoir pris le livre des bacs disponibles puis d'avoir capoté ma vie en me disant je m'en vais dans quoi? Que j'avais repoussé ça le plus loin possible en prenant un deck qui était quand même ouvert. Donc, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je m'en vais en com? Est-ce que je m'en vais professeur d'anglais? Est-ce que je m'en vais notaire? Est-ce que je ne savais vraiment pas. Et j'ai vu le BAF intégré en études internationales et langues modernes qui me permettent de toucher aux communications, à des langues, à la science politique, à plein de domaines. Donc, je me suis dit, hey, j'ai pas besoin de prendre une décision aujourd'hui. Je vais continuer à toucher à tout. Puis, avec le marché de l'emploi actuel,
dans quoi je me suis placée, c'est le domaine des communications. Et c'est ça, je travaille dans ce domaine-là depuis maintenant quelques années. OK, puis est-ce que c'est cet intérêt-là vers les langues, la communication, est-ce que tu dirais que c'est assez connexe avec ton désir d'écrire, ton envie d'écrire? C'est complémentaire, certainement. Qu'est-ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas seulement le fait d'être écrivain ou auteur qui peut faire en sorte que tu es une personne faite d'écriture tous les jours. Il y a différents métiers maintenant, que ce soit de la révision professionnelle, que ce soit travailler aussi en tant que rédacteur web. Je fais beaucoup de rédaction pour le web, justement. Et j'ai une facilité d'écrire et je peux utiliser cette habileté-là pour répondre à différents besoins à mon travail, que ce soit de rédiger des articles de blog, ça j'en fais quand même beaucoup, des pages web aussi avec l'optimisation du référencement, d'écrire des textes pour les infolettes, les médias sociaux. Donc, il y a énormément de textes. Une compagnie va rédiger énormément de textes. Des fois, c'est appliquer à une subvention ou à un prix. Donc, souvent, mon directeur, il vient me voir et dit, Ariane, je veux pas me taper genre 5000 mots, peux-tu t'en occuper? Donc, c'est souvent moi qui vais avoir ces dossiers-là également. Et j'ai une facilité, j'aime écrire. Je sais que j'ai des collègues ou même des personnes autour de moi qui disent ne pas pouvoir trouver les mots de qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, mais j'ai quand même cette facilité-là. Donc, les deux se nourrissent. Autant que j'écris de façon professionnelle pour le travail, je fais aussi d'autres choses dans le cadre des communications. Et sinon, quand je suis à la maison, quand j'écris de façon plus créative. Là, ce que tu dis, ça me fait penser, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, qu'est-ce que tu penses de ChatGPT et tous nos amis de l'intelligence artificielle en lien avec ton travail? Est-ce que c'est une petite crainte par rapport à ça? Comment tu te vois là-dedans? Oui et non, je sais que Patrice Cazot en a fait un article récemment sur le sujet. Ça a été mon directeur littéraire pendant quelques années. C'est aussi lui qui a fondé le 12 août, j'achète un livre québécois, donc il est vraiment il tient à cœur le fait que les auteurs québécois puissent avoir un peu de visibilité. Mm-hmm. ChatGPT, je suis un peu mitigée dans le sens où quand Internet est arrivé, on a dit que les ordinateurs allaient tout faire, tandis qu'on s'en sert davantage comme un outil que quelque chose qui s'en sert plus. Au stade où on est 2023, je crois que ChatGPT peut être utilisé comme un outil, mais peut pas faire tout. Le meilleur exemple que je peux donner, j'ai aucune gêne à le dire, mon frère a fait un travail d'université sur ChatGPT et il m'a demandé de le réviser et c'était, ma foi, je bourré de fautes, c'était du gros n'importe quoi. Je pourrais dire que Michael Jordan, il était un champion du bobsleigh et il a gagné 3 médailles olympiques en patinage artistique. C'était quasiment à ce niveau-là, à quel point que oui, ils sont capables de créer du contenu. C'est un peu du remplissage, des fois, j'ai l'impression. Ouais. Puis, à moins que tu lui donnes énormément de détails sur qu'est-ce que tu veux, en ce moment, je me sens pas en danger. Ça peut être un outil pour des fois trouver un mot ou trouver quelque chose. C'est comme avoir Google, pour lieu de fouiller dans le site, il va te donner la réponse tout de suite. Dans le cadre de mon travail, ça m'arrive de l'utiliser. Justement, quand on cherche un sujet qui intéresse les travailleurs autonomes au Québec, au sujet de la fiscalité, mais qui n'est pas ça. Donc, tu sais, je peux m'en servir comme outil. Je pourrais m'en servir aussi, peut-être pour mes livres. Mais pour le moment, je me sens pas, vu qu'on l'humain va toujours avoir la capacité de créer des émotions, créer quelque chose de bon. Tu sais, je vois ça un peu comme tout ce qui est contrefait ou tout ce qui est à très bas prix. Oui, on peut avoir des textes rédigés en Inde ou quoi que ce soit. Tu sais, dans le cadre de mon travail, quelqu'un qui dit oui, je peux m'occuper de tes médias sociaux, oui, je peux m'occuper de ta révision. Je me sens plus ou moins menacée pour le moment avec ce qu'on a aujourd'hui. Parce que je pense que notre travail, peut-être qu'il y a des auteurs qui font peut-être ça un petit peu vite ou qui je sais pas. Il y a encore pas mal de mystères, hein, faut se le dire. Oui, il y a encore énormément de mystères. Ouais. On verra. Mais je pense que pour le moment, je pense que j'arrive à créer quand même des personnages forts et attachants. Peut-être que je vais être en compétition plus tard avec des textes de ChatGPT, peut-être que je vais m'en servir comme outil. Mais pour le moment, je pense que les auteurs, ils se sentent quand même bien. On peut s'en servir comme outil et on ne va pas disparaître demain. Ça peut aider à la productivité, mais toi, côté productivité, je dirais que tu n'as pas tant que ça besoin d'aide, là, parce que c'est seulement depuis... en fait, tu n'es pas écrivaine à temps plein, hein, on l'a dit, là, tu travailles à côté de tout ça, mais depuis 2019, tu as quand même été capable de publier 4 livres avec un 5e qui s'en vient très bientôt. Oui. Donc, on ne chôme pas, comme on dit. Où est-ce que tu trouves toute cette inspiration-là? Puis, est-ce que ça t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche, d'être bloqué?
Puis dans ces situations-là, qu'est-ce que tu fais pour te débloquer? En fait, je vais noter beaucoup de choses. Ben, j'ai une bonne mémoire et que ce soit n'importe quoi, une interaction avec une personne, un collègue de travail qui va faire une blague poche, un endroit que je vais visiter, j'emmagasine tout ça, c'est toute l'information, c'est tout du contenu qui peut servir plus tard. Même chose, je vais faire beaucoup de recherches et c'est de fil moi j'appelle ça, c'est comme écrire un livre, c'est un peu tricoté. Donc, une maille à la fois, puis une maille va aller avec telle maille, puis genre tel tissu, tel filon va faire telle affaire. Donc, c'est un amassis de plein de choses que j'ai vécues, que j'ai lues, je me suis rappelé. On dirait que je mets ça dans un plat, après je check bien gros. Après, ça donne des choses. Puis sinon, au côté de comment que je fais pour écrire. En fait, moi, quand j'écris beaucoup, quand je suis dans une séance d'écriture, une période d'écriture, je vais essayer d'écrire tous les jours. Que ce soit pendant 15 minutes, que ce soit pendant 1 heure, j'essaye d'écrire tous les jours pour plusieurs raisons. Un, je sais exactement où est-ce que j'en suis. Et ensuite, ça donne l'habitude de prendre du temps pour écrire. Parce qu'on s'entend, c'est de prendre des bonnes habitudes. J'entends tellement de monde dans mon entourage, des amis, hey, j'aimerais tellement ça écrire des livres, mais au bout de 3 pages, ben, je sais plus quoi écrire, puis j'arrête. Puis même quand c'est pas nécessairement bon, t'écris n'importe quoi. Ou tu reviens dans un chapitre avant, tu rajoutes du texte. C'est juste de prendre le temps de t'installer puis de le faire. D'où vient cette discipline-là? C'est vraiment, je pratique les arts martiaux et je fais du taekwondo. Je vais être, en fait, au moment de la publication, si tout va bien, je vais être ceinture noire. Donc, je vais repasser mon examen de ceinture noire. Bravo à l'avance. Merci. Donc, cette discipline-là m'a apporté justement la discipline de mener à bien mes projets parce qu'au début, premier cours de taekwondo, je suis tombée dans les pommes. Et personne n'aurait pu croire que moi, la fille qui tombe dans les pommes au premier cours, va avoir sa ceinture noire. C'est d'avoir son but et aller graduellement. Puis quand ton maître te dit de faire 80 squats, t'as beau chialer, t'as beau dire que c'est un malade, t'as beau dire que tu le ferais pas, tu commences par un squat, puis 2, puis rendu à 40, tu fais comme OK, c'était pas si pire que ça, puis tu continues, puis à bout, tu y penses pas, puis ça devient naturel. Tu fais juste OK, il faut que je le fasse. T'enlèves le chiolage que tu te ferais à toi-même, puis toutes les plaintes que tu fais, ah non, je veux pas le faire, ça me tente pas, ça me tente. Puis tu le fais, point. Puis c'est comme ça que j'ai arrivé à sortir autant de romans en autant de temps. Je suis quand même assez fière de ça pour vrai, là. Ben vraiment, c'est tout un accomplissement. Dans l'épisode 3, on a reçu Marie-Jeanne Chaplain-Corriveau, que tu connais sans doute, une de tes collègues écrivaines, et elle nous a expliqué les raisons qui l'ont menée à choisir de ne pas travailler avec une maison d'édition, mais plutôt de procéder comme auteure indépendante. Alors que de ton côté, une chose qui est importante pour toi et que tu tenais à souligner, c'est le plaisir que tu as de travailler avec ton éditeur. On va les nommer, les éditions du Bouclier. Je trouvais ça vraiment intéressant à l'intérieur de 2 épisodes d'avoir ces 2 points de vue-là qui sont différents. Selon toi, c'est quoi les ingrédients d'une relation de travail qui est positive, qui est fructueuse là, entre une auteure et sa maison d'édition? Pour vrai, j'ai vécu quand même différentes expériences. J'ai été avec une ancienne maison d'édition avant. J'ai été aussi en auto-édition par la suite pour pouvoir publier à la fin de ma première série. Je dirais, moi, j'ai vraiment la chance de travailler avec Janouche et Rachel. C'est des personnes qui ils visent vraiment la qualité sur la quantité. Et aussi, c'est des personnes qui aiment mes romans autant que moi, je les aime. Tu sais, je leur ai même dit en joke, si jamais je meurs ou qu'il m'arrive quelque chose et je suis inapte à continuer ma série, je sais que vous êtes capable de créer quelque chose. Tu sais, je vous fais assez confiance pour que vous puissiez continuer la série. Je sais que c'est un peu extrême, mais ça dit à quel point ils font pas seulement comme corriger les fautes, quoi que ce soit, on va faire des rencontres, on va faire des remue-ménages, on va essayer de trouver les meilleures idées. Tu sais, oui, sûr, j'apporte un texte, j'apporte mes idées, c'est moi aussi que le dernier mot, mais ils n'ont pas peur de me dire, hey, qu'est-ce que tu penserais s'il arriverait ça dans ton livre? Puis souvent, ça a été réfléchi parce que, faut dire, Janouche et Rachel sont également des auteurs. Ils ont également lu énormément. Et qu'est-ce qu'ils apportent? C'est super. Puis, d'un point de vue aussi éditeur, j'ai aucun stress à travailler avec eux. Je sais que mes livres vont être là. Je sais que Janouche, quand au Salon du Livre, il a pris les photos, il aurait pu tout publier sur les médias sociaux. J'ai besoin de m'occuper de rien. Ça me fait un peu des petites vacances. À mon travail, j'ai beaucoup ça à faire. Donc, j'ai jamais à m'inquiéter avec eux. J'ai une belle relation de confiance avec eux, puis je sais que c'est pas toutes les maisons d'édition au Québec qui malheureusement offrent un peu cette ambiance, cette expérience-là. Puis c'est des personnes aussi qui ont pas peur que quand tu signes chez eux, tu signes pour toute ta série. C'est pas genre selon tes ventes ou tu sais, t'as moins de pression. Parce que des fois, quand tu te lances surtout, puis si tu te fais dire ben si ça va pas, si ça vend pas suffisamment, on sort pas la suite.
Donc, des fois, tu as l'impression d'avoir une épée de Damoclès en haut de la tête. C'est stressant. Ben oui. Puis le stress, c'est clairement pas une émotion qui est favorable à la créativité, hein? Non, c'est ça. C'est surtout s'il y en a qui doivent produire énormément pour toujours être mis de l'avant par leur maison. Tandis qu'avec Janusz puis Rachel, ça prendra le temps que ça prendra. Le livre va être. On va mettre tout notre cœur, tout notre amour dans ce livre-là. On n'a pas peur de mettre du travail, des heures, des nombres. Il y a tellement d'heures qui ont été mises par Rachel et Janusz dans mes livres, c'est juste fou. Mais on est fiers du résultat à la fin, puis c'est un sentiment qui est partagé. Et c'est le fun de travailler avec eux, là, pour vrai. Là. En tout cas, ça s'entend dans ta voix, la façon dont tu en parles, une super belle collaboration, mais c'est pas la seule collaboration que tu as faite pour La Reine déchue, le livre dont on va parler un peu plus précisément dans quelques minutes. Si je me trompe pas, tu as aussi travaillé avec un historien? Oui, exactement. Gabriel Lavoie, qui a une maîtrise en histoire, comme on l'a dit, Janusz et Rachel ne sortent pas des livres à moitié, on pourrait dire ça comme ça. Ils vérifient que ça fasse du sens. Je sais que pour la série Terminale, ils ont demandé à un vétéran de l'armée canadienne de vérifier si, par exemple, les armes ou les tactiques de guerre sont bien respectées, sont vraisemblables. Et c'est la même chose pour les éditions pour Le Bouclier et l'Olivier, parce qu'on a vérifié avec Gabriel justement, est-ce que, même si ça reste dans un monde imaginaire, est-ce que ça aurait pu être plausible? Parce que oui, c'est un roman d'aventure, mais on n'y va pas dans la fantaisie avec de la magie puis 100% imaginé. On reste sur, je dis un peu de la fantaisie historique dans le sens que ça aurait presque pu se passer. Donc, on a corrigé quelques petits détails, mais j'étais contente d'avoir son approbation, son sceau pour dire oui, ça fait du sens, j'approuve ce roman à la fin de la révision. Bien, j'allais te demander justement parce que, comme tu le dis, là, on est dans un univers fictif, mais sans nécessairement faire appel à de la magie et tout, mais on n'est pas quelque part sur la planète Terre à une époque particulière. Là. C'est inspiré d'un certain endroit à une certaine époque, mais... OK. Je dirais que mon point d'ancrage serait l'Espagne 12e siècle. Pourquoi l'Espagne 12e siècle? Il y a beaucoup de petits royaumes sur la péninsule, en plus, tout le monde est cousin avec l'autre roi d'à côté. Il y a des manigances, il y a des intrigues. Ça a été vraiment une période extrêmement riche de complots, de guerres, de tout. Donc, à partir de là, c'était facile de créer mon univers qui vit à peu près les mêmes événements. OK, fait que terreau fertile oui, d'inspiration. Énormément. OK. Mais j'imagine que dans ta démarche, donc, de t'asseoir en partie sur de l'historique, j'imagine dans un souci de réalisme, d'une certaine façon, mais il y a quand même, ce ne sont pas tous les détails que tu vérifies de façon historique. Non. Tu laisses de la place à la créativité. Où est-ce que tu traces la ligne un peu en disant, bon, ça, je vais peut-être pas prendre la peine de le vérifier parce que ça serait d'aller un petit peu trop loin. Tu sais, as-tu à prendre des décisions comme ça, à un moment donné, de dire, je vais arrêter ici là, pour la vérification historique, puis je vais me permettre d'aller vers quelque chose de plus imaginé? Je dirais peut-être la base, l'environnement. Je vais peut-être me baser sur des choses, soit des châteaux que j'ai visités ou des places que j'ai vues ou que j'ai vu. Ça peut peut-être me créer les bases. Puis c'est à partir de petits morceaux historiques, des petits morceaux ici et là que je vais créer l'univers. Donc, des fois, ça peut être imagination plus quelque chose d'historique que je mets tout dans la boîte, je secoue, après ça donne qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que c'est surtout au début que je vais faire de la recherche et tout. Puis après, une fois que je suis lancée, mes personnages sont créés, je vois après où est-ce que ça me mène. Mais je pense que c'est vraiment, comme je dis, l'environnement que je vais peut-être regarder, soit pour les noms de lieux, quel type de lieu, quel type de château, peut-être juste pour être sûr que ma base est solide pour pouvoir ensuite bâtir sur la suite. OK, cool. On est presque rendu à se plonger un petit peu plus en détail dans La Reine déchue. Mais avant, on va se mettre en appétit avec un extrait. Donc ici, juste pour situer un petit peu tout le monde, on est au chapitre 17. On est à un point vraiment culminant de l'action. Le personnage principal, la reine Félicie, va affronter une fois de plus, parce que c'est pas la première fois, une fois de plus, va affronter un danger pour protéger le jeune roi Ferdinand. À peine eurent-ils atteint son ancienne chambre que Félicie entendit les pas de leurs poursuivants derrière eux. À deux, les fuyards n'avaient aucune chance de s'en sortir. Le jeune roi pouvait toutefois se cacher le temps que les troupes néridiennes reviennent victorieuses du champ de bataille. Félicie avait promis quelques mois plus tôt déjà qu'elle protégerait le garçon et elle voulait tenir sa promesse. Elle poussa donc Ferdinand dans un couloir étroit utilisé par les domestiques, puis elle se précipita dans l'ancienne chambre d'Isidore où elle savait qu'elle trouverait une épée cachée dans un coffre. La jeune femme plaça ensuite la lame droit devant elle comme Adrien le lui avait enseigné. Son beau-frère s'arrêta net devant son geste. « Félicie, mais que faites-vous? Il faut partir !»
Ferdinand, allez vous cacher. Ne sortez que lorsque vous serez certain que tout est terminé. Mais non, je ne veux pas, implora le jeune souverain. Il ne voulait certainement pas perdre le seul membre de sa famille encore en vie. La veuve de Néridia ne bougea pas, même si des larmes coulaient sur ses joues. Elle avait peur. Elle savait qu'elle ne survivrait sans doute pas. Mais c'était ce qu'elle devait faire. S'il y avait une chance que Ferdinand s'en sorte, elle était prête à mettre sa vie en jeu. Partez maintenant. C'est un ordre. Le garçon fit un premier pas, puis un second, avant de s'éloigner à la course dans le couloir du château. La reine douairière espérait de tout cœur qu'elle pourrait retenir leurs ennemis assez longtemps. À peine une minute plus tard, Estienne et sa garde arrivèrent à leur tour dans les appartements de l'ancien roi. La jeune femme tenait toujours aussi fermement son épée. Ses jointures avaient blanchi et elle serrait les dents. Si elle devait mourir, elle comptait bien amener certains de ses assaillants avec elle. Le régent fronça les sourcils, comme s'il était ennuyé par la situation. Dame Félicie, mais que faites-vous? Je vous demande de nous laisser passer et nous ne vous ferons aucun mal. Il n'en est pas question. Je ne vous laisserai pas toucher à un cheveu de Ferdinand. Vous ne méritez pas cette couronne après votre trahison. Lança-t-elle comme une vipère crachant son venin. Le cousin du roi ne sembla pas impressionné par ces menaces. Si vous ne vous écartez pas du chemin, je n'aurai d'autre choix que de vous tuer. Revenez à la raison. Je ne ferai pas de mal à Ferdinand. Il doit seulement abdiquer. Nous pourrions même régner ensemble, vous et moi. Sous le joug du roi de Castiléon? Avez-vous compris que vous n'êtes qu'une marionnette ou êtes-vous stupide à ce point? Estienne prit une grande respiration et commença à avancer en direction de Félicie, lentement, relevant son épée avec minutie. Cette scène ne rappelait que trop bien à la jeune femme ce qui s'était passé dans les montagnes lorsqu'elle s'était retrouvée dans le campement ennemi. Au moins, cette fois, elle était un peu plus prête. Vous l'aurez voulu, conclut l'ancien régent d'une voix sévère. Tu dis que si on doit retenir une chose après avoir lu La Reine déchue, c'est de ne pas sous-estimer les femmes au Moyen Âge. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a tendance à sous-estimer les femmes au Moyen Âge ou dans l'histoire en général? Je dirais, déjà, les femmes représentent 50% de la population. Et quand vous regardez un livre d'histoire ou un livre sur l'histoire médiévale ou quoi que ce soit, je pense pas qu'on retrouve 50% de personnages féminins dans ça. Et malheureusement, derrière chaque grand homme a souvent eu une grande femme qui, des fois, restait dans l'ombre, malheureusement. Et le temps médiéval est extrêmement riche en femmes badass. Oui, je vais utiliser le terme badass des fois. Et leur histoire mérite d'être connue. Que ce soit une reine ou pas. Oui, on connaît tous Jeanne d'Arc, qui est quand même, je pense, une des femmes les plus badass du temps médiéval, mais il y en a eu d'autres. Par exemple, Aliénor d'Aquitaine, qui est devenue à la fois reine de France et reine d'Angleterre, qui a fait les croisades aussi, qui est partie en Terre Sainte avec son mari. Il y avait également Isabelle de France, qui était une princesse française, qui a fait une guerre au nom de son fils pour prendre le trône d'Angleterre. Il y en a eu énormément des femmes qui étaient vraiment hot, qu'on parle plus ou moins, on va toujours parler de ton Richard Cœur de Lion, on va parler des chevaliers, de tel roi ou tel roi. Parce que malheureusement, il y avait très peu de reines, en effet. Mais pense peut-être une reine en Pologne, il faudrait peut-être que j'aille revérifier qu'il y a aussi une histoire badass, mais c'est loin, loin, loin. Mais tout ça pour dire que j'aime m'intéresser des fois à l'histoire de ces dames-là qui ont probablement eu un impact plus significatif qu'on aurait pu le penser. Qui ne restaient pas juste à la maison au château à broder des étendards. Oh non! Qui ont eu d'autres contributions aussi. En toute d'information, une qui a brodé tout un étendard. On connaît tous Guillaume le Conquérant, le Normand qui a pris l'Angleterre, mais il faut dire que sa femme, Mathilda de Flandre, si je ne me trompe pas, elle a fait un étendard, une broderie de plusieurs mètres pour faire la bataille, mais c'est la tapisserie de Bayeux, voilà. Elle a fait avec ses dames de compagnie une tapisserie de plusieurs mètres pour juste faire montrer la bataille que son mari avait faite pour lui montrer, ah, voilà ce qu'elle fait, voici. Donc, peut-être qu'elle restait dans l'ombre, mais elle a fait tout un travail à ce niveau-là.
quand même assez héroïque aussi à sa façon. Quand même, Oui. exactement, c'est sa contribution. Exact, une bonne contribution. Le personnage principal dans La Reine déchue, Félicie, c'est une reine douairière. Là, s'il y en a d'autres comme moi qui ne connaissaient pas ce mot-là, ça fait référence à une reine qui est veuve. Puis dans le cas de Félicie, le fait d'être veuve, ça va la placer dans une situation qui est assez inconfortable, assez précaire à la cour. Dans ta préparation pour écrire La Reine déchue, puis juste dans tes lectures en général, est-ce que tu t'es intéressé un peu plus spécifiquement à la situation des reines douairières dans l'histoire? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'il y a eu des femmes qui se sont retrouvées dans des situations là, assez similaires à celles de Félicie? Il y a eu des situations similaires. Il n'y a pas eu tant de reines douairières dans la position de Félicie. Qu'est-ce qui nuit beaucoup à Félicie, c'est le fait qu'elle n'a pas donné d'enfant au trône de soi. Même si ça aurait été un enfant, une fille, bon, c'est sûr qu'elle aurait eu peut-être moins de privilèges, mais si elle aurait donné un garçon, elle serait restée à la cour, sa situation aurait été beaucoup améliorée. Dans son cas, elle n'a pas d'enfant, donc plusieurs personnes se demandent, bon, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Bien des fois, elle devait se remarier dans les mois après son veuvage, elle devait se remarier presque automatiquement pour sa survie, et bien des fois, elle n'avait même pas le choix vraiment sur qui elle pouvait marier, que ce soit son père lui donnait quelqu'un, soit c'était quelqu'un de la cour, bref. Elle avait plus ou moins de contrôle sur sa vie, même si elle avait eu le plus haut rang qu'une femme pouvait espérer avoir à cette époque. Un meilleur exemple de ça, Catherine de Valois, qui était une princesse française mariée à Henri V d'Angleterre. Si je ne me trompe pas, Henri V meurt, mais elle avait donné un fils. Et elle, vu qu'elle était une princesse française, elle voulait se marier en France, mais là, les Anglais ne voulaient pas qu'elle retourne en France. Du côté de la France, elle ne voulait pas qu'elle se marie avec un Anglais. Donc, elle n'avait pas vraiment son mot à dire. Puis, finalement, elle a eu un mariage secret avec un Gallois qui a donné ensuite la dynastie Tudor. Mais tout ça pour dire que c'était bien compliqué pour une femme d'être reine douairière, surtout si elle n'avait pas donné d'enfant. Ça donnait beaucoup de précarité, puis elle n'avait presque aucun choix, mais que de se marier. Est-ce que tu qualifierais La Reine déchue de livre féministe? Si on y va avec le terme, je l'ai vérifié dans le dictionnaire, j'ai vérifié dans l'antidote, qu'est-ce que le féminisme? Et c'est de viser à avoir l'équité entre les hommes et les femmes. Donc, on voit plusieurs raisons pourquoi ce livre-là est féministe, dans le sens où, même si c'était pas le but premier, mon but c'était de raconter une bonne histoire avec un personnage féminin fort. Donc, sans m'en rendre compte, avoir un personnage féminin fort reste quand même un élément. Déjà, tu mets le pied dans la porte, là, déjà. Oui, exactement. Ouais. Je voulais qu'elle soit active. Je voulais pas que ce soit une plante verte. Bref. Ouais. Et on voit les injustices d'être dans un monde qui n'est pas féministe. Dans le sens où, dans le livre, justement, il y a un jeune homme, Adrien, qui est bien sympathique. Et lui, il a tout le plaisir de courtiser qui veut. Il n'y a pas vraiment de problème. Tandis que Félicie, elle a déjà un handicap en étant une femme. Donc, on dirait qu'elle part avec un niveau de difficulté qui est beaucoup plus élevé. Elle essaye de faire entendre sa voix. Ça ne marche pas. Il faut qu'un homme intervienne pour elle pour avoir ce qui lui est dû. Il y a même des hommes qui vont profiter de sa situation pour essayer de s'enrichir sur son dos. Donc, on vit dans un... Je montre aussi c'était quoi être une femme à cette époque-là, dans un monde qui était extrêmement pas équitable. Donc, le fait de le montrer, d'en parler, déjà là, c'est peut-être une façon de voir à quel point, oui, aujourd'hui, les choses ont quand même évolué et tant mieux, mais qu'il y a encore des choses à améliorer. Pour le personnage féminin fort et fort sympathique, et sur la situation très peu équitable qu'elle vit. Donc, oui, je pourrais qualifier ça de roman féministe en même temps. Ces deux éléments-là en particulier là, que tu identifierais. Oui, exactement. Là. Puis j'étais contente de créer un personnage féminin fort et attachant qui reste réaliste. Ouais. Elle n'a pas des super pouvoirs, elle ne peut pas tout faire, donc elle est prise dans son carcan, dans son univers, mais elle arrive quand même à bien s'en sortir, avec les bons alliés. Avec les ressources qu'elle a sont parfois limitées, mais elle est capable de les utiliser d'une façon intelligente, stratégique. Et, oui, elle est perspicace, mais elle a aussi un bon instinct de survie. Exact. Ben, tu vois, moi, de mon côté, quand je lisais le livre, il y a un autre élément qui m'avait fait un peu réfléchir je me demande à quel point il y avait une intention je ne veux pas dire que c'était ta seule intention, mais qu'il y avait une intention quand même un peu assumée là, de mettre quelques éléments féministes là-dedans. Et c'est justement le personnage d'Adrien dont tu as parlé tout à l'heure. Parce que j'ai trouvé qu'il brisait certains clichés qu'on voit quand même assez souvent là, dans la littérature fantasy de la manière dont on nous présente un personnage masculin, tu sais, qui va être beaucoup orienté vers le succès, le pouvoir, le côté guerrier de la chose. Là, tu sais, on pourrait dire le héros alpha mâle, disons. Puis, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adrien, justement parce que je
trouvais qu'il s'éloignait un petit peu de ça au lieu de s'inscrire le plus dans une espèce de désir de dominer puis d'intérêt personnel. Il valorise quand même pas mal le compromis. Oui. Tu sais, dans ces là, je ne divulgue, gâche rien de l'œuvre. Je vous invite à aller découvrir Adrien, mais il a fait des compromis, il a laissé aller des intérêts personnels auxquels il aurait pu avoir droit pour le bien-être commun. Puis je trouvais ça que ça dénotait quelque chose de rafraîchissant. J'ai comme envie que tu me parles un peu plus du personnage d'Adrien, comment tu l'as créé, puis d'où il vient. C'est drôle parce qu'on parle de rafraîchissant, mais je pense que de base, en ayant réfléchi sur la question, je suis peut-être allée chercher les valeurs du preux chevalier, la galanterie, donc les vieilles traditions du brave chevalier qui défend la veuve et l'orphelin. D'un côté, je voulais un personnage quand même vertueux pour aller chercher ce petit aspect-là qui date, on entendait des histoires des preux chevaliers, d'Arthur et compagnie. Donc, c'est peut-être quelque chose de loin qui m'a inspirée, mais plus proche de moi, justement, tu as souligné que mes parents, les deux, étaient infirmiers. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir dans mon entourage des personnes, des modèles masculins avec beaucoup d'altruisme et de compassion. Puis le pire, c'est que vous voyez mon père, qui ressemble à Bruce Willis. Vous penseriez à un infirmier, puis je pense pas que vous verrez mon père apparaître dans votre tête. Mais malgré tout, ça reste une personne extrêmement humaine et ça, je veux pas peut-être, vu que j'ai eu un modèle, un exemple, ça me dit tout simplement que ça existe. Puis peut-être en troisième plan, Adrien a vu la guerre, a vu qu'est-ce que ça demande de combattre, il a vu la mort et tout. Il sait c'est quoi le coût. Est-ce qu'il a été directement en première ligne? Donc c'est bien beau de donner l'ordre que les armées aillent combattre pour nom d'un roi et tout. Adrien a été en première ligne et il sait à quel point la guerre, c'est pas beau, que c'est à éviter le plus possible. Et je pense que ça l'a marqué. Puis il y a beaucoup de choix dans le premier tome et dans le deuxième tome qui vont être liés à ça. J'ai hâte parce que tu m'as dit que le deuxième tome, on allait suivre plus particulièrement Adrien, fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Écoute, je continue un peu sur le même sujet, mais j'élargis un peu. Une chose que j'aime beaucoup observer quand je lis différents livres, c'est la façon dont je pense, du moins, que les valeurs personnelles d'un écrivain ou d'une écrivaine vont s'exprimer à travers leur œuvre. Je trouve que c'est particulièrement le cas dans la littérature fantasy parce que bon, très souvent, là, c'est pas tout le temps, là, les récits vont impliquer des méchants, hein, des méchants, des gentils. Bon, des fois, ça sera pas aussi tranché que ça, mais quand même, l'auteur va devoir définir un personnage comme étant un vilain, puis définir un personnage comme étant un petit peu plus héros. Puis là, les traits de personnalité qu'on va leur donner, ça va, je trouve, c'est comme un peu une indication de la personne qui tient le crayon. Qu'est-ce qui, selon elle, est une meilleure personne ou un comportement plus répréhensible, disons. Puis une chose que j'ai remarqué qui me semblait quand même assez fréquente chez tes personnages, c'est la valeur du sacrifice personnel pour l'intérêt commun. Tu as utilisé le mot altruisme tantôt, là, c'est exactement ça. Est-ce que tu penses que notre société manque d'altruisme? Je te lance sur des grandes questions philosophiques. C'est sûr qu'avec un peu plus d'altruisme, peut-être que les choses iraient mieux. J'essaie d'être une personne altruiste. Je suis de base une personne très altruiste. Je pense toujours aux autres avant moi-même. Ça gosse vraiment mon chum. Je ne suis pas capable de dire je veux. Je veux dire je voudrais ou qu'est-ce que tu penserais de. Donc, je travaille fort sur l'affirmation. Donc, ça, c'est un autre dossier. Mais oui, le fait que mes trois personnages, même Ferdinand, restent adorables, puis ils essaient de voir au bien-être de Félicie. Adrien, même chose. À Félicie envers Adrien envers Félicie. Je pense que ça reste des personnes, peut-être par leur humanité, restent attachants et je sais pas, leur petite lueur, leur petite valeur, ces éléments-là, peut-être faisaient justement des personnages plus attachants. On avait le goût des suivre. On voulait aussi qu'ils gagnent. On veut pas voir les méchants gagner quand on voit des aussi belles personnes. Donc, est-ce que c'est des parties de ma personnalité? Probablement. Il y a des fortes chances que vu que je valorise vraiment l'altruisme et la compassion, il y a des fortes chances que c'est sûr qu'il y a une influence directe sur les personnages de mes romans. J'aime ça que tu as dit on a le goût de les suivre parce que c'est exactement la pensée que j'avais dans ma tête. Je me dis, moi, j'aurais envie de suivre une personne qui me démontre dans ses paroles puis dans ses actions qu'elle va pas juste penser à son petit nombril. Puis à un moment donné, Adrien a l'occasion de suivre son petit nombril, même ça aurait c'est beaucoup plus facile de suivre son petit nombril. Ouais. Mais bon, il voit que c'est justement pour le mieux collectif. Puis c'est peut-être aussi quelque chose de très royal de penser au bien collectif, pas juste à sa petite personne, mais j'ai également un royaume à m'occuper. On le voit peut-être pas Adrien, mais Ferdinand le voit aussi. Il devient roi, puis c'est comme essaie de penser qu'est-ce qui est le mieux pour mon peuple. Je ne suis rien sans mon peuple. Donc,
je veux pas ces 3 personnages qui tournent autour de la royauté. Et j'essaie d'en faire des bons souverains bons. Ben, c'est super, c'est super. J'apprécie ton intention. On a tellement souvent des modèles de le souverain un peu déconnecté de la réalité. Donc, c'est le fun d'en avoir auquel on s'attache puis qu'on aimerait avoir parmi nos amis. Bon, ben, on va conclure là-dessus. C'était vraiment super agréable de te parler. Donc, le tome 2 du Bouclier et de l'Olivier sera publié sous peu. On va suivre davantage Adrien à travers tout ça. Maintenant qu'on a laissé Félicie, on l'a sorti un peu de sa précarité. Là, on sait qu'elle est relativement en sécurité, là, à moins que je me dise ça va, pas si pire, OK. Oui, elle s'en sort très bien à la fin. C'est une des dames les plus riches du royaume et elle a un petit peu plus de latitude. Ah bon, merveilleux, merveilleux. J'aime ça, des bonnes nouvelles. Ben, j'ai bien hâte de lire ça. Merci beaucoup, beaucoup, Ariane, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Un grand merci, grand merci. Puis, si jamais c'est pas encore sorti, je tiens à dire que le tome 2 va s'appeler Le Roi Bâtard, donc petite exclusivité. Ouh, merci, Scoop, Le Roi Bâtard. À suivre. L'univers de nos auteurs et autrices vous fascine? Venez vous y plonger lors des Médiévales de la Naudière, un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire, du terroir et de l'imaginaire, chaque année en juillet. Pour plus de détails, visitez le www.médiévallanaudière.com.